mais j'ai quand même le sentiment que le particulier, en fait, on lui fait miroiter du 12 ou du 20 et il obtient du 4 ou du 7, quoi. Mais c'est l'histoire de la finance. L'histoire de la finance est faite de ça. C'est-à-dire que déjà, un fonds de private equity, c'est le produit financier le plus cher qu'on ait jamais créé. On parle ici d'un produit financier qui est extrêmement complexe. Un contrat de private equity fund, c'est 200 pages que même un professionnel ne va pas comprendre de bout en bout. Bonjour à tous et bienvenue sur Éducation Finance pour une nouvelle vidéo dédiée au Private Equity, avec cette fois-ci un invité en la personne de Ludovic Phalippou, professeur de finance à l'université d'Oxford au Royaume-Uni. Bonjour professeur et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Je vous en prie, est-ce que vous pouvez peut-être commencer en vous présentant brièvement et en nous expliquant ce qui vous lie au sujet du Private Equity? Je m'appelle Ludovic Phalippou, j'enseigne, je fais de la recherche sur le private equity depuis 20 ans. Donc, ce qui me lie à ça, c'est que ça fait 20 ans que matin, midi et soir, je ne fais que ça. C'est toute votre carrière qui vous lie au Private Equity. C'est ça. Ok, donc vous avez rédigé plusieurs études, notamment au sujet du Private Equity, que les gens peuvent facilement retrouver, soit sur votre site, soit via Google, et que j'ai notamment utilisé pour les 2 premières vidéos que j'ai fait au sujet du Private Equity. Et si vous permettez, je vais peut-être commencer en synthétisant un petit peu ce que j'ai compris et présenté à ma communauté dans ces vidéos-là, et je vous demanderai de bien vouloir corriger éventuellement et compléter mon propos. Ce qu'on avait vu, je pense, c'est essentiellement 3 choses. Déjà que de manière générale, on présente toujours le private equity comme surperformant un investissement en bourse. Et en fait, on se rend compte que les études ne sont pas aussi unanimes que ça, puisqu'on a des études qui, effectivement, présentent une surperformance, d'autres études qui disent l'inverse, et des études qui disent que ça dépend un petit peu de la période d'analyse. Le deuxième point, c'est qu'en fait, la métrique de calcul de la performance des fonds de private equity, qui est généralement utilisée comme étant l'IRR, que j'ai présenté dans les vidéos précédentes, est sujette à débat, parce qu'elle serait à la fois manipulable et manipulée par les fonds de private equity, et puis parce que dans l'absolu, ce ne serait pas une métrique parfaite pour estimer la performance des fonds de private equity. Et donc, si on combine déjà ces 2 facteurs-là, on se dit, mais au fond, est-ce qu'on sait vraiment combien rapporte un placement en private equity? Donc ça, c'était un aspect important. Et puis un troisième aspect que j'ai trouvé fondamental aussi, c'est qu'on observe une dispersion énorme dans la performance des fonds de private equity entre la performance des meilleurs fonds et des moins bons. Et une dispersion qui est très largement supérieure à ce qu'on observe sur des fonds de placement en actions cotées en bourse. Et donc, quelque part, pour un investisseur particulier, est-ce qu'il a une chance raisonnable d'avoir accès, on va dire, aux bons fonds de private equity, compte tenu de cette dispersion? Donc c'est un petit peu les 3 éléments. Qu'est-ce que ça vous inspire un petit peu comme synthèse, ça? Au total, c'est assez bien. C'est effectivement un peu le cas pour la performance, donc ça dépend. Et puis, l'IRR, ou le taux de rendement interne en français, est une très mauvaise métrique de performance, et donc ça crée beaucoup de problèmes. Et sur la dispersion, c'est un peu plus mitigé que ça fait partie des mythes. En fait, depuis que j'étudie le private equity, je fais un peu démystification. C'est chaque chose qui est vue comme acquise et claire en private equity est en fait un mythe. Donc, sur la dispersion, ça fait partie aussi des mythes. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça, que la dispersion est plus faible que ce que je présente? Parce que, oui, donc si par exemple, donc, dans le dernier papier que j'ai écrit sur la rémunération des dirigeants, qui s'appelle le Carried Interest, je montre que si vous agrégez la performance de tous les grands, Blackstone, KKR, etc., et que vous utilisez comme une métrique ce qu'on appelle le multiple de l'argent investi, c'est-à-dire combien on vous a rendu par rapport à ce qu'on vous a pris, quasiment tout le monde a le même. Donc, que vous allez chez KKR, Blackstone, Bain, etc., ils sont à 1,8 après les frais, ou 1,7. Et il y a juste 3, 4 qui sont à 2,1, 2,2, et c'est des grands noms, c'est les superstars, etc., de la performance, et ils sont à 2,1 ou 2,2
fois l'argent que vous leur avez donné par rapport aux autres qui sont à 1,7, 1,8. Et les 3 ou 4 en question, c'est parce qu'ils sont spécialisés dans le tech et que sur les 15 dernières années, le tech a fait beaucoup mieux que le reste. Donc lorsqu'on utilise certaines mesures de performance et qu'on les agrège au niveau des entreprises et que les entreprises sont suffisamment grandes, on voit beaucoup moins de dispersion. Évidemment, si vous prenez des petits fonds, j'ai plein d'étudiants qui ont des petits fonds à 50 millions, etc. Il va y en avoir qui vont super bien performer parce qu'ils sont tombés sur une mine d'or par chance ou par skill, et d'autres qui n'auront pas eu de chance ou qui n'avaient pas de skill. Donc là, il y a plus de dispersion, mais c'est un peu... Et après, l'autre chose, c'est que souvent les gens comparent, donc encore une fois, ils utilisent le taux de rendement interne qui par définition, en fait, exagère les bonnes performances à la hausse, mais aussi les mauvaises performances sont exagérées par le taux de rendement interne. Donc en fait, vous exagérez la dispersion. Et l'autre élément, c'est que les rendements sur le private equity sont sur des choses qui sont faites sur 10 ans. Si vous preniez tous les fonds au PCVM, etc., et que vous regardez les performances à 10 ans, vous allez obtenir plus de dispersion que si vous regardez les performances de l'année dernière. L'année dernière, les gens vont être dispersés, mais ça ne va pas être non plus... Et si vous le prenez sur 10 ans, vous allez avoir des gens qui sont partis banqueroute, ils ont tout perdu, d'autres qui ont gagné énormément, etc. Donc en private equity, on compare des performances sur des horizons de 10 ans et avec une métrique qui exagère la performance à la hausse et à la baisse. On la compare à la dispersion sur les performances d'un an des mutual funds. Donc, il y a pas mal de choses comme ça. Encore une fois, on compare les oranges et les pommes. Et donc, c'est pareil pour la performance, en fait. Donc, lorsqu'on dit est-ce que ça surperforme le marché action, on compare des pommes et des oranges. Et donc, quelle que soit la réponse que vous trouviez, c'est pas très intéressant parce que la question n'est pas la bonne. On compare pas les mêmes choses. Donc, Ok, donc en gros, mais c'est intéressant parce que donc si la dispersion est plus petite, ça veut dire pour un particulier qui a priori n'a pas accès aux plus grands fonds du marché, hein, qui ont des tickets d'entrée. D'ailleurs, ce serait intéressant, c'est une information que j'ai pas directement. Quels sont les tickets d'entrée pour investir dans un fonds de KKR, Carlyle ou CVC? du l'ordre de 10 millions d'euros, mais donc sur les grands noms, vous êtes sur 10 millions d'euros, et donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces plateformes qui de nos jours agrègent les petits tickets. Je crois que Ouais. si vous allez sur une de ces plateformes avec 50 000 euros ou même peut-être 10 000, vous pouvez faire partie d'un fonds qui lui va investir en KKR. Mais là, je vous parlais de la performance passée de ces gérants que vous citez. Donc, on est autour de 1,7, quelque chose comme ça. Même c'est moins, je crois que c'est même 1,5. Et ça revient à du 12% sur 4-5 ans, ce qui est à peu près le rendement de la bourse américaine, par exemple, à long horizon. Alors en Europe, la bourse a moins bien marché qu'aux États-Unis, donc on est moins que ça, mais la plupart de ces fonds opèrent aux États-Unis. Donc si vous comparez des actions américaines avec les rendements de fonds de private equity qui investissent principalement aux États-Unis, donc c'est un peu plus comparable. Vous êtes à 12% par an pour les actions ou à 11% par an pour les actions et 12% pour le private equity. Ouais. Et il faut que cette performance se répète dans le futur malgré les hausses de frais, etc. Donc le futur en général n'est pas aussi rose que le passé. Lorsque beaucoup d'argent est allé à un endroit, c'est en général moins rose. Donc même si le passé se répétait, vous êtes à 1%, disons, de plus avec du private equity par rapport au public equity si on compare US, etc. Et, et si vous êtes un petit portefeuille, effectivement, je ne serais pas tant inquiet sur la dispersion. En fait, on dit souvent ça, mais si vous allez via un fonds de fond ou via, si vous êtes en private banking, votre private bank, vous mettez avec des feeder funds, etc., vous allez avoir un portefeuille diversifié private equity, vous allez récupérer un multiple à 1,5 qui est le même que CalPERS et qui est le même que CalSTRS, etc. Tout le monde gagne le même multiple en private equity, en fait. Donc vous allez avoir le même, mais vous allez prendre des frais en plus. C'est-à-dire que eux, ils vont aller directement dans le fonds et vous allez prendre tous les frais de la plateforme, du wrapper, de ci, de là. Et comme tout le monde se jette dessus en croyant que c'est la poule aux œufs d'or, personne ne lit toutes les notes de bas de page avec les frais en plus, et ci et là. Et puis, même si on leur dit, ils disent je peux payer 1% ou 2% de plus par an, c'est pas grave, puisque ça me rapporte 10% de plus de private equity. Donc, qu'importe les 1 ou 2% de plus. Sauf qu'on ne parle pas de marge de cet ordre-là, et un 2% de frais en plus, ce sont des choses énormes en finance. Ouais, tout à fait. Et si on devait se concentrer sur le marché européen, parce qu'effectivement, on a plus de données sur le marché américain,
Mais sur le marché européen, est-ce qu'on observe des différences, que ce soit en termes de fonctionnement des fonds ou en termes de performance historique? Donc l'Europe, c'est différent et en fait, c'est gradué. C'est-à-dire que si vous allez au Royaume-Uni, vous allez trouver des choses qui sont plus similaires qui sont assez similaires aux États-Unis. Si vous allez en France et en Allemagne, ça va être déjà moins, ça va être plus sur un autre spectrum. Mais si vous allez en Espagne, au Portugal, etc., ça va être encore un autre spectrum. Donc en fait, on a toute une continuité en termes et de comportement et, pour les rendements, on va parler après. Donc au niveau du comportement. Donc, par exemple, si vous êtes, pour vous donner un exemple où on voit cette continuité, c'est par exemple sur l'utilisation de la dette lorsque vous achetez des entreprises. Bon, aux États-Unis, vous allez être facilement capable d'emprunter à 7 fois le EBITDA d'une entreprise. Et vous retrouvez, après ça dépend du prix de l'entreprise, mais à 50-60% de financement de dette. Et puis, même ce qui est la partie equity, vous allez utiliser des bridges, vous allez utiliser plein de choses qui font qu'en fait, vous êtes à 80-90% de dette sur votre underlying. Quand vous allez arriver en Angleterre, déjà, vous allez être à du 6 fois EBITDA, peut-être à 5,8, et il y aura un peu moins de bridge, etc. Il y aura un peu plus d'equity, etc. Vous arrivez en France et en Allemagne, vous allez être à 5 fois EBITDA, bien tassé, si ce n'est à 4,5, et avec beaucoup moins de dettes, etc. Donc en fait, et si vous allez les pays scandinaves, même chose. Donc, plus vous allez vous éloigner de façon culturelle des États-Unis, moins il va y avoir de leverage, de toute une sorte de choses dans les contrats aussi qui sont assez pernicives, etc. Lorsque vous allez vous éloigner de la culture américaine, donc vous allez plus aller sur la culture scandinave, en fait. Donc ça, c'est un premier élément à retenir par rapport à ce qui est unique en Europe. L'autre chose, c'est lorsque l'on amène la question de la performance en Europe private equity contre public equity, c'est là où on est complètement en train de comparer orange et des pommes. Donc, en Europe, par exemple, alors j'ai plus la stat en tête, mais je crois que c'est du style 30% de l'indice européen. Donc, vous prenez toutes les actions cotées en Europe, 30% sont headquartered en Suisse. Donc, le private equity en Suisse, c'est 1% de la part de marché du private equity en Europe. Vous prenez les actions en Europe qui viennent des pays scandinaves, c'est 2-3% de la capitalisation européenne. Private equity en Scandinavie, c'est 20% de l'Europe. En fait, lorsque vous allez comparer les performances, si les pays scandinaves ont bien marché, le private equity va bien marcher par rapport au public equity. Les entreprises cotées en Europe sont dominées par des banques, par des entreprises de pétrole. C'est Total, c'est toutes les grandes banques européennes, sont toutes listées et elles ont le gros de la capitalisation en Europe. Sur les 20 dernières années, les entreprises pétrolières et les banques n'ont pas bien performé en bourse, en Europe comme ailleurs, comme aux États-Unis. Mais aux États-Unis, ils n'en ont pas beaucoup qui sont cotés. Donc du coup, les marchés actions américains ont mieux marché que les actions européennes. Mais ça ne veut rien dire, c'est pas parce qu'ils sont américains, c'est parce qu'ils n'ont pas la même composition d'industrie. Donc ce qui a beaucoup marché, par exemple, sur les 10-15 dernières années, c'est le tech. Bon, mais les États-Unis en ont plein d'entreprises tech qui sont cotées. Donc les indices américains ont des très bonnes performances sur les 10-15 dernières années. Les Européens, pas. C'est pas parce que les Européens sont moins bons, c'est parce qu'ils n'ont pas de tech qui sont listés. Ouais. Le private equity en Europe, c'est plus de la moitié des investissements sont en tech. Donc sur les 10-15 dernières années, ils ont bien marché. Beaucoup mieux que le marché actions. Mais on est en train de comparer les rendements de tech par rapport à des banques et des entreprises pétrolières sur les 15 dernières années. Donc la question est inintéressante. Je m'en fous que le tech je le sais que le tech a surperformé. Ouais. Donc si on fait vraiment, si on s'attache et on a du mal parce qu'on n'a pas assez de données en Europe, etc. Si on faisait vraiment une comparaison industrie par industrie, pays par pays, etc. Si intuitivement, pour le peu de données qu'on a, c'est pareil la situation en Europe qu'aux États-Unis. On voit que les fonds de private equity européens sont autour de 11-12% de rendement annuel et le tech Europe comme aux États-Unis est à 11-12% de rendement annuel sur les 10-15 dernières années. Donc intuitivement, on pense qu'on est dans les clous, quoi. Donc on n'a pas le détail, mais dans tous les cas, ce que les gens montrent très souvent, c'est cette comparaison pomme-orange, quoi. C'est regarder le private equity en Europe et regarder le public equity en Europe, l'écart est énorme. Ben oui, parce que les industries qui sont listées en Europe ont pas mal performé partout dans le monde sur ces 10-15 dernières années. Et going forward, là, sur les 2-3 dernières années, après le Covid, les entreprises de pétrole ont beaucoup mieux marché.
Même ils ont très très bien marché, sont en surprofit. Donc on va se retrouver dans une situation, vous allez avoir si ça se prolonge comme ça, on va dire, sur les 5 dernières années, le Public Equity Europe a beaucoup mieux marché que le Private Equity Europe. Oh mon Dieu, c'est parce que le Private Equity a perdu du steam, ils ne savent plus faire, etc. Ben non, c'est juste qu'ils ont investi dans une autre industrie. Ils n'auront pas perdu rien du tout. Donc, c'est le danger de faire ces comparaisons à l'emporte-pièce. Mais c'est pas que les gens soient stupides, c'est qu'en fait, le private equity a des frais gigantesques qu'on n'a jamais vus dans l'histoire de la finance. Et donc, qui dit frais gigantesques dit des salespeople, donc des commerciaux qui sont très agressifs et qui vous montreront n'importe quelle statistique qui les arrange et que les gens avaleront sans se soucier de la précision du raisonnement. Bah, c'est bien l'objectif des différentes vidéos qu'on peut tourner et celles qu'on tourne ensemble aujourd'hui. Si on peut zoomer un petit peu justement sur l'investisseur français ou belge, puisque c'est l'essentiel de ma communauté, il y a effectivement des plateformes qui démocratisent l'accès. J'ai montré aussi dans les vidéos précédentes justement des statistiques. On a une étude d'Ernst & Young qui montre que le private equity en France aurait rapporté sur les 15 dernières années du 12% par an. Et on a aussi des statistiques sur le private equity investi à travers l'assurance vie, par exemple en France, où la moyenne elle est à 4%. Et si on creuse un petit peu les statistiques, on voit que les fonds de buyout qu'ils appellent Evergreen, et j'aimerais qu'on puisse aussi parler de ça, en fait sont à 7%, mais ils ne sont pas à 12% et ils sont encore moins aux 20% qui sont affichés par les grands groupes internationaux. Et donc en fait, moi j'avais quand même le sentiment, donc j'entends votre point sur la plus faible dispersion, mais j'ai quand même le sentiment que le particulier, en fait, on lui fait miroiter du 12 ou du 20 et il obtient du 4 ou du 7, quoi. Oui, mais c'est l'histoire de la finance. L'histoire de la finance est faite de ça. C'est-à-dire que, puisque votre communauté est belge, alors je vais peut-être me les mettre à dos, mais je vais vous raconter une anecdote. Donc, il y a une expression à Goldman Sachs. Donc, Goldman Sachs, c'est parmi les plus agressifs en finance, etc. Ils sont vraiment, bon, il y a des gens très gentils et très bien, hein, Goldman Sachs, mais c'est une institution qui est dans le high octane en finance. Et lorsque quelqu'un à Goldman Sachs trouve un produit financier qui est rempli de frais et qui a très peu d'intérêt pour la personne qui l'achète, mais qui est très attractif, qui brille, il y a une expression, donc quand ça passe en commission, personne dit mais qui va acheter ça en fait? Et la réponse est donc ils utilisent cette expression aussi aux États-Unis, hein, c'est un peu plus en Europe. C'est un dentiste belge. Donc, c'est Who's gonna buy this thing? C'est un Belgium dentist. Okay, c'est la réponse. Et donc, c'est pour capturer cette idée de la personne qui n'est pas en finance, qui a un peu de sous, et vous lui faites briller, lui disant il y a du 20%, c'est des types, ils marchent sur l'eau, etc. Le dentiste belge, comme français, c'est pas parce qu'il est belge, mais va donner. Et donc, c'est assez triste, mais c'est comme ça pour plein de produits financiers, en fait. Exactement. On l'a vu avec les subprimes, où il y a il y a un très bon article de chercheurs français qui montrait les produits de subprime, où il y avait des teaser rates qui étaient... les gens croyaient qu'ils empruntaient à un certain taux, ils se retrouvaient avec 3 fois plus à payer, etc. Vous n'avez pas lu les notes bas de page, etc. Bon, mais quasiment toutes les mairies et départements en France en avaient acheté. Bon. Donc, il faut faire. C'est assez classique, quoi, donc, disons. Une parenthèse sur le mot démocratisation, ça fait partie de la propagande, en fait. Hein. C'est très intéressant de voir que le vocabulaire qui est choisi et qui est relayé a une connotation qui est assez hallucinante. C'est-à-dire qu'on parle ici d'un produit financier qui est extrêmement complexe. Un contrat de private equity fund, c'est 200 pages que même un professionnel ne va pas comprendre de bout en bout. C'est 200 pages que, lorsque j'ai écrit mon livre, j'ai pris un de ces documents pour montrer des exemples dans le livre et expliquer les différentes clauses. Je le faisais avec une étudiante à moi qui était avocate à Londres, 2 fonds de private equity qui faisaient ces documents-là. Et c'était au point où j'avais pris un exemple, mais il était américain et elle n'arrivait pas à lire toutes les clauses d'un document parce qu'il était écrit à New York.
et qu'ils n'écrivaient pas de la même façon à Londres, et elle était confuse sur le message exact de certaines clauses. Donc imaginez si un avocat londonien n'arrive pas à comprendre exactement ce que veut dire un avocat new-yorkais, les deux spécialisés en private equity, imaginez la personne lambda, le contrat en question, il n'y a pas photo, hein, ils en ont aucune idée. Donc, on parle d'un produit extrêmement complexe, on parle du produit le plus coûteux de l'histoire de la finance, au niveau frais, et il n'y a que 3 choses qui sont certaines en finance, c'est les frais que vous allez payer, la mort et les taxes. Donc, en général, lorsqu'on fait du conseil financier, on insiste sur ces 3 choses-là, parce que ce sont 3 paramètres maîtrisables. Enfin, bon, la mort, c'est plus pour comment ça s'organise, mais le rendement espéré, c'est le paramètre que vous ne contrôlez pas. Et lui, il est fictif. On dit 20%, on peut vous dire 30 ou 50, pourquoi pas. Donc, les paramètres que vous contrôlez, donc les frais sont extrêmement élevés. Donc, imaginons qu'on soit l'Académie française qui essaie d'écrire le dictionnaire et dire trouvez-nous le meilleur adjectif pour décrire un produit financier qui est le plus complexe de tous les temps, qui est le plus coûteux de tous les temps pour les investisseurs. Donc, si les rendements ne sont pas au rendez-vous, ça va, ils vont y laisser les plumes et un peu plus, et où personne ne comprend rien, etc., mais qui brille et qui est très joli. Comment vous l'appelez ça? Démocratisation, je pense que c'est le dernier mot qui va arriver à l'esprit de quelqu'un quand même. Ouais. Donc c'est comme si, enfin, c'est un parallèle un peu osé, mais si imaginons que les gens disent on va mettre la cocaïne à disposition de tout le monde en Europe, je ne pense pas qu'on va parler de démocratisation de la cocaïne. On n'oserait pas. Bon. Même lorsqu'on parle du cannabis, on ne parle pas de démocratisation du cannabis. Donc pourquoi ne parle-t-on pas de légalisation du private equity pour les masses? Parce que c'est un produit dangereux et on le donne un accès libre aux dentistes. Est-ce que vous considérez que c'est un produit dangereux? Parce que même si on a débat sur l'IRR et sur les performances historiques, ça reste des performances positives et qui au final, normalement, sont dédiées à une partie. Elles sont positives dans le passé, c'est pas clair qu'elles le soient dans l'avenir. Moi, je considère que tout produit qu'une personne ne comprend pas, un produit financier que toute personne ne comprend pas de A à Z est un produit dangereux. Parce que les clauses qui sont signées, etc. J'ai une vidéo où je montre un contrat, par exemple, qui est signé par un fonds de private equity avec une entreprise qu'ils ont acquis et qui montre tout l'argent qu'ils peuvent extraire de l'entreprise. Ils ont les mains libres, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Vous faites confiance à un type que vous ne connaissez pas, etc. Et cette personne a le droit, il a signé un contrat avec vous de façon indirecte, il a le droit de prendre tout l'argent qu'il veut de celui que vous avez investi. Enfin, oui, c'est dangereux, c'est très dangereux. Donc si vous êtes un gros investisseur, vous pouvez peut-être avoir l'assurance que vous avez de gros avocats avec vous et qu'il ne va pas falloir qu'ils abusent parce que sinon vous pourrez les choper. Si vous êtes un petit investisseur, vous oubliez, même mon collège, donc je fais partie d'un comité d'investissement d'une fondation qui est grosse par n'importe quel standard international et particulièrement européen. On avait et on a encore certains investissements en private equity. Je comprends ce qu'ils étaient en train de faire, etc. Et j'ai essayé d'arrêter certaines pratiques et tout. J'avais zéro pouvoir parce que même avec 10-30 millions investis dans un fonds, vous êtes personne. Et je savais de quoi je parlais et on avait un peu d'argent. Donc on se fait fermer la porte au nez. Donc, si vous êtes un dentiste, je ne parle pas ça de démocratisation. Ok, mais donc si pour que ce soit clair aussi, parce que je pense que je vois à quoi vous faites allusion, c'est que dans les clauses des contrats des fonds, en fait le niveau de frais est pas tout à fait clairement déterminé, et donc vous dites en fait ils peuvent augmenter le niveau de frais sans que vous ayez de recours, ça que vous dites. Oui. Donc les frais sont, vous ne savez pas combien vous allez payer au total en frais au moment où vous signez le contrat. C'est-à-dire les frais sont en partie, ça c'est une des choses qui me paraît les plus hallucinantes, les frais sont à la discrétion du manager. Le manager va décider s'il prend un peu plus, un peu moins. Moi, ça me fait halluciner comme contrat. C'est un truc de ouf. Et alors on peut dire, mais dans le passé, les rendements étaient OK après tous les frais, donc vous ne souciez pas des frais. Ce qui est l'argument classique du commercial. Dire, après les frais, on vous a donné 12%, c'est bien. Donc, il vous dira pas 12, mais c'est 12 la réponse. Et après, il y a plusieurs choses qui s'appellent private equity, mais ce ne sont pas les mêmes. Donc, vous faisiez allusion à ce qu'on met dans les assurances vie, etc.
effectivement, ce n'est pas le même rendement que le fonds moyen. Notez aussi que le rendement du fonds moyen que vous avez donné d'Ernst & Young, qui est plutôt favorable à l'industrie, hein, c'est les plus gros clients d'Ernst & Young sont du private equity, donc ils ne vont pas être sur la fourchette basse de l'estimation. Donc, Ernst & Young vous dit c'est 12% en France, on va prendre leurs chiffres, en pensant encore une fois s'il y a à choisir, ce sera plutôt sur la fourchette haute. 12%. La plupart de ces fonds, même, alors, est-ce qu'ils ont pris que des fonds qui ont investi en France? C'est possible. Et qu'ils aient réussi à faire 12, c'est possible. Mais ces fonds, il faut regarder la composition des industries. Je mets ma main à couper que la moitié est en tech. Et avoir fait 12% en tech sur les 10-15 dernières années, ça ne me choque pas. C'est même plutôt, vous auriez investi dans Google, c'était pareil. Donc, et encore une fois, c'est les performances passées. Les entreprises de tech ont des niveaux de valuation qu'on n'a jamais connus. Donc, il y a plus de chances que ce soit un peu trop haut que trop bas. Donc, going forward, si on regarde à l'avenir, c'est pas du tout clair que ça va se répéter. Donc, il faut faire très attention. C'est pareil avec ces histoires de rendement passé, quoi. Quand vous aviez au XVe siècle les Hollandais qui allaient vous dire, ah ben regardez, l'année dernière, le voisin, il a acheté une bulbe de tulipe et ça lui a pris 50%. Oh mon Dieu, il faut que j'en achète. Pourquoi? 50%, c'est l'année dernière, il est fini le 50%. Mais est-ce que l'utilisation de l'effet de levier à elle seule, tant que les choses vont bien, ne justifie pas que les performances soient supérieures? Puisque vous mettez de l'effet de levier sur de l'equity. Les frais sont gigantesques, on n'a jamais vu des frais pareils. Donc, okay. Donc là, mais c'est effectivement naturel. Si vous mettez un effet de levier dans un environnement où les taux d'intérêt sont décroissants, parce qu'il y a beaucoup de refinancement. Donc, ce qui est très important en private equity, c'est que les taux d'intérêt baissent pendant que vous êtes investi. Donc, dans un environnement où les taux d'intérêt sont déjà plutôt faibles et baissiers pendant la durée où vous estimez la performance, et que la conjoncture est plutôt bonne, ce qui est le cas sur les 10, 20, 30 dernières années, du coup, c'est très naturel que votre investissement fasse mieux que si vous n'aviez pas mis d'effet de levier. Donc, en fait, on devrait être à des surperformances du marché boursier x2, quoi. Mais on n'y est pas parce que les frais sont absolument gigantesques. Et en particulier, même lorsque les frais ne sont pas suffisants, comme il y a une partie discrétionnaire, on prend plus. Très intéressant. J'avais lu effectivement votre dernier papier sur le sujet que j'invite ceux qui nous suivent à aller lire. Et peut-être une dernière question, je sais que votre temps est compté, mais j'aurais voulu avoir votre retour sur ce qu'on appelle les fonds secondaires ou evergreen, qui sont justement ceux qu'on va utiliser pour démocratiser, même si vous n'aimez pas le mot, le private equity, et qui sont, de ma compréhension, en fait des fonds qui vont racheter des sociétés non cotées à d'autres fonds de private equity qui arrivent à maturation. Et comme ça, en fait, tout l'argent est investi immédiatement. On évite le côté appel de fonds progressif et remboursement progressif. Ça ressemble beaucoup plus à un ETF ou à une SICAV classique. Et donc, on peut dire aux particuliers, bah, regardez, c'est la même chose, c'est juste que c'est du private equity. Qu'est-ce que vous en pensez? Et moi, j'ai toujours tendance à dire qu'il n'y a pas de free lunch en finance. Et donc, quelque part, si on vous donne cette facilité qui n'existe pas dans les fonds primaires de private equity, à mon avis, ça doit bien se payer quelque part. C'est juste la structure de frais en plus. Il y a deux choses. Il y a la structure de frais en plus et après, il y aura des procès. Mais ça, c'est plus pour le gestionnaire à s'en soucier que pour le dentiste. Mais il y aura des procès parce que il faut faire une évaluation de la net asset value pour que les transactions soient fair, qu'elles soient justes et équitables. Et elles ne le seront jamais par définition parce qu'on ne sait pas la valeur du sous-jacent. Donc c'est comme si vous n'avez aucune idée de ce que vaut quelque chose et vous laissez des gens rentrer dans un fonds au prix que vous avez déterminé, vous allez laisser sortir au prix que vous avez déterminé, mais vous n'avez aucune idée de quel est le vrai prix. Donc à chaque transaction, en fait, il y en a un qui se fait griller et un qui ajuste. Donc celui qui se fait griller, à chaque fois, va vouloir vous mettre en procès. Donc pour les gestionnaires de fonds, ils ont intérêt, c'est d'ailleurs le cas, hein, de consulter les avocats, d'y travailler très attentivement. Je pense que c'est le cas, mais je pense qu'ils sous-estiment le danger de litigation, et notamment aux États-Unis où l'accès au procès et le recours au procès est très très courant.
Donc ça, c'est un aspect, mais c'est plus pour le gestionnaire. Pour l'individu, d'avoir accès à ces fonds en private equity, moi, déjà, un fonds de private equity, c'est le produit financier le plus cher qu'on ait jamais créé. Rajouter à cela des lignes de frais en plus, avant que vous ayez rattrapé tout ça par votre supériorité d'investisseur, Ouais. sachant que vous avez fait des rendements qui étaient corrects dans le passé, avec des frais sans la double couche, donc avec juste une couche, vous avez fait des rendements corrects dans le passé, avec juste une couche de frais, et dans un environnement où les taux d'intérêt baissaient, où ils étaient généralement faibles et la conjoncture positive, ça fait il y a beaucoup d'étoiles qui vont devoir être alignées pour que dans le futur, vous fassiez aussi bien. Chacun, après, il y a une partie spéculation. Moi, je ne sais pas quel est l'avenir, je ne sais pas ce qui nous réserve. Mais ça me paraît punchy, ou ça me paraît pas la poule aux odeurs qui est présentée aux gens en disant, mon Dieu, c'est la démocratisation, vous avez accès à un truc, vous avez de la chance. Je la vois pas, la chance. Après, il n'y a rien contre en soi, mais je ne vois pas ça comme une opportunité extraordinaire. Mais qui est des opportunités ici et là, certainement, on dit en anglais buyer beware, donc il faut être conscient de ce que l'on achète, quoi. Donc, Ouais, tout à fait. Ok. Non, très bien. Bah, c'est parce que j'ai vu que c'est le type de fonds qui commence à se présenter. Et effectivement, les couches de frais sont pas du tout les mêmes que sur des fonds. Moi, je parle beaucoup d'ETF sur la chaîne, donc c'est le jour et la nuit en termes de couches de frais. Et effectivement, les taux d'intérêt ont remonté, donc c'est plus la même chose quand on finance les transactions avec beaucoup de leviers. Et puis quelque part, dans un fonds evergreen, ils se vendent un petit peu entre eux, puisque c'est des acteurs de private equity qui vendent à d'autres acteurs de private equity. Il y a un conflit d'intérêt gigantesque, et vous, lorsque vous avez signé le contrat, que vous n'avez jamais lu et que vous ne comprenez pas de toute façon, vous allez donner toute la latitude que souhaitait le manager. Donc, dans un monde où il y a des conflits d'intérêts dans tous les sens. Ça me paraît assez osé comme démarche, mais chacun fait ce qu'il veut. Bon, ben merci pour ces éclaircissements francs et directs. Je pense que ce sera très utile à la communauté qui nous suit. Merci beaucoup pour ça. Et ben je dis à la prochaine à tout le monde pour une prochaine vidéo sur Éducation Finance. Ciao!